Veux-tu la paix? Alors commence par le silence. Pas celui que tu fais à l'extérieur pour éviter les conflits, mais celui que tu pratiques à l'intérieur, là où cela compte vraiment. Car la majorité du bruit qui t'enlève la sérénité ne vient pas du monde extérieur. Il vient de toi, de tes pensées, de tes habitudes, de tes attachements, de tes peurs. Il existe des choses qui drainent ton énergie en silence, chaque jour, sans que tu t'en rendes compte. Et si tu ne les élimines pas, tu continueras à te sentir fatigué, accablé, déconnecté, même si, en apparence, tout semble en ordre à l'extérieur. Cette vidéo n'est pas faite pour t'apprendre à faire plus. Elle est faite pour t'inviter à lâcher prise, à faire taire le chaos et à reprendre le contrôle. Si tu veux la paix, fais silence, et élimine discrètement tout ce qui t'empêche de vivre en paix. Avant de commencer, je veux que tu fasses quelque chose de simple, mais de puissant. Va dans les commentaires et écris cette phrase. Je m'engage à lâcher prise et à vivre en paix. Je suis stoïcien. L'écrire n'est pas seulement un geste. C'est une manière de sceller ton engagement envers toi-même. Lorsque tu le déclares, tu l'intègres, tu l'imprimes dans ton subconscient et tu commences à reprogrammer ton esprit pour que, peu à peu, cette paix que tu cherches devienne ton état naturel. Alors, prends confiance. Maintenant, commençons. Numéro 1. Éliminer l'habitude de vivre pour les autres au lieu de vivre pour soi. Nous vivons prisonniers d'un bruit constant, un bruit fait d'opinions, d'attentes, d'exigences et de jugements qui ne nous appartiennent pas. Depuis notre enfance, on nous apprend, de manière directe ou subtile, à nous conformer, à plaire, à correspondre. À être de bons enfants, de bons amis, de bons étudiants, de bons professionnels. Mais bien rarement on nous enseigne à être simplement fidèles à nous-mêmes. Ainsi, nous commençons à construire une vie sur des fondations qui ne sont pas les nôtres. Nous choisissons des carrières parce que nos parents les approuvent. Nous agissons d'une certaine manière pour ne pas déranger. Nous disons « oui » alors qu'à l'intérieur nous crions « non ». Nous sourions quand nous voudrions pleurer. Et peu à peu, nous étouffons cette voix intérieure qui nous rappelait qui nous étions vraiment. Quand tu vis pour les autres, tu deviens l'ombre de toi-même. Tu commences à ressentir une déconnexion profonde, comme si chacun de tes pas ne t'appartenait pas vraiment. Tu peux avoir du succès, recevoir des éloges, donner l'impression d'être heureux, mais quelque chose en toi demeure vide. Car au fond, tu le sais, ce n'est pas ta vie, mais celle que les autres ont voulu pour toi. Lorsque chacune de tes décisions est influencée par la peur du rejet, le besoin d'approbation ou la pression sociale, tu finis inévitablement frustré, épuisé et confus. La véritable joie ne vient pas de plaire à tout le monde. Elle vient de la cohérence avec toi-même. Elle vient du fait de prendre des décisions qui, même si elles paraissent étranges ou égoïstes aux yeux des autres, ont du sens pour toi. Parce que c'est toi qui vivras avec les conséquences de chaque choix, pas eux. Et personne d'autre que toi ne peut savoir ce qui te passionne, ce qui t'anime, ce qui te comble. Vivre pour toi ne signifie pas être égoïste. Cela signifie être courageux. Cela signifie t'écouter au-dessus du bruit. Cela signifie te donner la priorité, sans culpabilité. La science le confirme. La psychologie positive a étudié en profondeur les effets d'une vie alignée avec l'authenticité. La théorie de l'autodétermination montre que les personnes qui sentent que leurs décisions sont libres et reflètent leur véritable identité rapportent des niveaux bien plus élevés de satisfaction, de motivation et de bien-être émotionnel. À l'inverse, ceux qui vivent sous la pression constante des attentes extérieures sont plus enclins à souffrir d'anxiété, de dépression et à ressentir un vide existentiel persistant. L'authenticité n'est pas qu'un joli mot. C'est de la santé mentale. C'est de l'équilibre. C'est la vie. Comment commencer? Avec une honnêteté brutale. Avec le courage de te regarder dans le miroir et de te demander, est-ce que je fais cela pour moi ou pour les autres? Est-ce que je le veux vraiment ou m'a-t-on simplement convaincu que je devrais le vouloir? Prends un carnet. Écris tes objectifs actuels et analyse-les un par un. D'où viennent-ils? Quelle part de toi se sent vivante à l'idée de les accomplir? Si la réponse est aucune, il est temps de réajuster. Car continuer à investir ton énergie dans un chemin qui n'est pas le tien, c'est te trahir en silence. Ensuite, fais de la place pour ce qui te fait vibrer. Cela peut être quelque chose de petit, reprendre la peinture, commencer à écrire, apprendre une langue, voyager seul, changer de carrière. Peu importe la taille du pas, ce qui compte, c'est qu'il soit le tien. Car chaque petit acte d'authenticité est une brique de plus dans la construction d'une vie véritable. Et quand tu commences à vivre ainsi, tout change. Tu respires plus profondément. Tu dors avec plus de paix. Tu prends tes décisions avec plus de clarté. Tu réalises que tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde pour être digne d'amour. Tu as seulement besoin d'être toi. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres attendent de nous. Mais nous pouvons contrôler nos réponses. Épictète disait, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réponds. De la même façon, ce ne sont pas les attentes des autres qui déterminent ton chemin, mais ce que toi,
tu choisis d'en faire. Être stoïcien, c'est avoir le courage de dire, voici ma vie, et je la vivrai selon mes propres principes, pas ceux des autres. Et quand tu fais ce changement, quand tu cesses de vivre pour plaire, une transformation silencieuse mais profonde commence. Tu ressens moins de poids sur tes épaules. Ton énergie ne se dissipe plus à essayer de t'adapter. Elle se dirige vers ce qui te fait grandir, vers ce qui t'inspire. Et dans cette authenticité, tu découvres quelque chose que l'approbation extérieure ne pourra jamais t'offrir, la paix. Une paix qui naît du fait de savoir que tu es exactement là où tu dois être, en étant exactement celui que tu as choisi d'être. Numéro 2. Élimine l'autosabotage et les pensées négatives. Cette voix dans ta tête qui te dit que tu n'es pas assez, que tu n'y arriveras pas, qu'il te manque quelque chose, que tu vas échouer. Cette voix, même si elle sonne comme la tienne, ne l'est pas. Elle est la somme d'années de conditionnement, de peurs héritées, de critiques non digérées, d'échecs passés. Cette voix est l'écho d'un passé qui tente de contrôler ton présent. Et si tu ne la reconnais pas, si tu ne l'affrontes pas, elle finit par saboter tout ce que tu es capable de construire. Car l'autosabotage n'est pas qu'une idée, c'est une force réelle qui bloque tes actions, éteint tes rêves et détruit tes opportunités, juste avant qu'elles puissent éclore. Le problème avec l'autosabotage, c'est qu'il est discret. Il se déguise en réalisme, en prudence, en modestie. Il te murmure, mieux vaut ne pas essayer, tu vas te ridiculiser. N'espère pas trop. Cet objectif n'est pas pour toi. Tu n'es pas aussi bon que tu le crois. Et le pire, c'est que nous l'écoutons. Nous lui donnons du pouvoir. Nous le croyons. Parce qu'il ressemble à notre propre voix, parce qu'il est devenu une habitude, un dialogue intérieur auquel nous nous sommes tellement accoutumés que nous ne le questionnons plus. Mais ce discours n'est pas la vérité. C'est seulement une histoire. Et comme toute histoire, elle peut être réécrite. Transformer cette narration intérieure n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Parce que chaque pensée négative que tu laisses grandir dans ton esprit est une graine que tu sèmes contre toi-même. Et avec le temps, cette graine donne des fruits amers, insécurité, peur, anxiété, paralysie. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est que tu peux aussi semer l'inverse. Tu peux choisir des affirmations qui t'élèvent, qui t'aident à réécrire ton histoire. Et il ne s'agit pas de répéter mécaniquement des phrases creuses devant un miroir. Il s'agit de bâtir une nouvelle relation avec toi-même. Une relation faite de compassion, de respect et de confiance. La science le confirme, les affirmations positives ont un impact réel sur le cerveau. Des études en neurosciences et en psychologie ont démontré que l'usage régulier d'affirmations ne réduit pas seulement le stress, mais renforce aussi l'image de soi et améliore l'estime personnelle. Elles activent les zones du cerveau liées à la pensée positive et à l'auto-évaluation. Tu commences littéralement à reconfigurer ton esprit. Et tu n'as pas besoin d'heures de méditation ou de formules compliquées. Seulement de constance, de volonté, et de l'habitude quotidienne de ne pas laisser la voix de la peur être plus forte que la voix de ton objectif. L'exercice est simple, mais puissant. Quand une pensée négative apparaît, arrête-toi. Observe-la. Ne lutte pas contre elle. Ne la réprime pas. Contente-toi de la reconnaître, ah, la voilà encore, en train d'essayer de me saboter. Puis remplace-la. Dis à voix haute oui, à voix haute une affirmation qui te redonne ton pouvoir, je fais de mon mieux, et c'est suffisant. Je mérite d'avancer. Même si j'ai peur, je peux avoir confiance en moi. Écris-les. Répète-les. Ressens-les. Non pas parce qu'elles sont magiques, mais parce qu'à chaque répétition, tu entraînes ton esprit à ne plus vivre dans la peur. Avec le temps, ces petits actes créent un changement profond. Tu commences à prendre des décisions avec plus de sécurité. Tu oses davantage. Tu te critiques moins. Tu commences à être davantage. Tu comprends alors que ton pire ennemi n'était pas à l'extérieur, mais en toi. Mais tu découvres aussi que ton meilleur allié, ta plus grande force, est également en toi. Et tu peux choisir quelle voie nourrir. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne sommes pas esclaves de nos émotions ni de nos pensées. Épictète disait, ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'opinion que nous en avons. Cela inclut aussi ce que nous pensons de nous-mêmes. Un stoïcien ne se laisse pas emporter par un jugement autodestructeur, car il sait que sa paix intérieure dépend de la façon dont il choisit d'interpréter la vie, même quand cette vie est son propre reflet intérieur. La maîtrise de l'esprit, en ce sens, est une pratique constante qui consiste à choisir avec sagesse quelles pensées nous laissons habiter en nous. Et quand tu changes ta narration, tu changes ta perception. Car tu ne marches plus avec le poids du « je ne peux pas » ou du « je ne mérite pas ». Tu marches avec une nouvelle certitude, je suis capable, je suis suffisant, je suis précieux. Et cette certitude ne transforme pas seulement ce que tu fais. Elle transforme la manière dont tu te vois. Et quand tu changes ta vision de toi-même, tu changes la manière dont tu vis. Tu cesses de t'auto-saboter, parce que tu comprends enfin que ton esprit ne doit pas être une prison, mais peut devenir ta liberté. Numéro 3. Identifie et élimine ce qui draine ton énergie.
Il existe des personnes et des activités qui t'élèvent, qui t'inspirent, qui te nourrissent et t'encouragent à devenir meilleur. Mais il y en a aussi d'autres qui font exactement l'inverse, elles te vident de ton énergie. Pas parce qu'elles sont mauvaises en soi, mais parce que leur énergie, leur vision du monde, leur manière de se comporter ne résonne pas avec la personne que tu es en train de construire. Et cela n'est pas quelque chose que tu peux continuer à ignorer. Chaque conversation qui t'épuise, chaque engagement auquel tu te rends par obligation, chaque relation dans laquelle tu dois jouer un rôle pour paraître à ta place, tout cela te vole du temps, de la clarté et de la paix intérieure. Tu n'es pas venu dans ce monde pour plaire à tout le monde. Tu es venu pour évoluer, pour bâtir une vie pleine de sens. Et pour y parvenir, tu dois apprendre à choisir avec qui et dans quoi tu investis ton énergie. C'est une vérité inconfortable, mais toutes les personnes qui ont fait partie de ton passé n'ont pas forcément leur place dans ton présent. Parfois, l'affection ne suffit pas. Parfois, l'histoire partagée n'est pas assez. Certaines personnes restent accrochées au conflit, à la plainte, au drame. Et chaque fois que tu les côtoies, quelque chose en toi s'éteint. Elles repartent avec plus d'énergie que toi-même n'en conserves. Ce sont des conversations où personne n'écoute vraiment, où il n'y a pas de place pour ton évolution, où tu sens que tu te rétrécis. Il en va de même pour certaines activités. Tu es occupé, mais tu n'avances pas. Tu remplis ton agenda de tâches qui ne nourrissent pas ton âme, simplement pour éviter le silence ou pour ne pas avoir l'air improductif. Mais en vérité, tu ne fais que retarder ce qui compte réellement. Éliminer ne veut pas dire haïr ni juger. Cela signifie reconnaître que ton énergie est limitée et que tu ne peux plus continuer à la gaspiller dans ce qui ne contribue pas à ton bien-être. Poser des limites est un acte d'amour-propre. Cela revient à dire, je mérite des environnements qui me respectent, qui me valorisent et qui m'encouragent. Et si quelqu'un ou quelque chose va à l'encontre de cela, tu as le droit et la responsabilité de prendre de la distance. Parce que si tu ne protèges pas ton énergie, personne ne le fera à ta place. Et ce n'est pas seulement une question émotionnelle. La science le confirme. La psychologie sociale a démontré que les personnes qui entretiennent des relations conflictuelles ou négatives présentent des niveaux significativement plus élevés de cortisol, l'hormone du stress. Elles souffrent également de plus de fatigue, de moins de satisfaction dans la vie et d'une plus grande tendance à l'anxiété et à la dépression. Ton environnement influence directement ton bien-être psychologique et physique. En d'autres termes, t'entourer de personnes qui t'épuisent ne te détruit pas seulement émotionnellement, cela t'affecte aussi biologiquement. Et tu ne peux plus fermer les yeux là-dessus. Fais l'exercice. Prends une feuille et écris les noms des personnes avec qui tu passes le plus de temps. Demande-toi ensuite, comment est-ce que je me sens après avoir été avec cette personne? Léger, inspiré, apaisé? Ou bien vidé, frustré, fatigué? Fais de même avec tes activités, ou par mon temps. Quelles sont les habitudes que je conserve uniquement par habitude, alors qu'elles ne m'apportent plus rien? Quelles sont les choses que je fais juste pour plaire ou éviter de décevoir? Tout ce qui ne nourrit pas ta croissance te freine. Tout ce qui ne t'approche pas de ton but en éloigne. Et non, tu n'as pas besoin de tout couper du jour au lendemain. Tu peux commencer par de petits pas. Moins de temps avec ceux qui t'épuisent. Moins d'attention à ce qui ne te construit pas. Moins d'énergie pour le bruit. Et à l'inverse, plus d'espace pour ce qui compte, plus de présence dans ce qui t'élève, plus d'intention dans ce que tu choisis. Car au final, ton énergie est ton bien le plus précieux. La gaspiller est une forme silencieuse d'auto-abandon. Le stoïcisme nous rappelle que nous devons prendre soin de notre esprit comme d'un temple sacré. Marc Aurèle écrivait, l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Mais nous pourrions ajouter, l'âme se teinte aussi de la couleur de ses liens, de ses environnements et de ses choix quotidiens. Un stoïcien sait que, pour préserver son centre, sa clarté et sa vertu, il doit s'entourer de ce qui le renforce. Il ne se laisse pas happer par la toxicité des autres, car il comprend que son équilibre intérieur n'est pas négociable. Et lorsque tu commences à filtrer consciemment ton entourage et tes activités, tu sens rapidement la différence. Tu te réveilles plus léger. Tu es plus concentré. Tu prends tes décisions avec plus de clarté. Tu n'es plus épuisé en permanence. Parce que tu ne combats plus des batailles qui ne sont pas les tiennes. Ton énergie revient à toi. Avec elle, la motivation, la paix et la force. Tu cesses de simplement survivre pour enfin commencer à construire. Car quand ton environnement ne t'épuise plus, tu peux enfin te concentrer sur ce qui compte vraiment, ton chemin, ton but, ton évolution. Numéro 4. Éliminer l'habitude de procrastiner et de remettre tes rêves à plus tard. Les rêves ne meurent pas du jour au lendemain. Ils meurent en silence, lentement, étouffés entre les excuses, les distractions et les promesses vides de sens comme « demain je commence ». Nous avons tous des buts, des idées, des projets qui nous passionnent. Pourtant, pour une raison ou une autre, nous les repoussons sans cesse. Nous nous convainquons que ce n'est pas encore le bon moment, que nous ne sommes pas prêts, qu'il nous faut plus de temps, plus de ressources, plus de clarté.
Mais pendant que nous attendons ce moment soi-disant parfait, la vie défile. Les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des années. Et quand nous regardons en arrière, nous réalisons que nous sommes restés au même point. Rêvant au lieu de faire. Pensant au lieu d'agir. La procrastination est une des formes les plus subtiles et les plus dangereuses d'autosabotage. Elle se déguise en prudence, en planification, parfois même en perfectionnisme. Elle nous dit, attends un peu plus, règle ça d'abord, assure-toi de ceci ou de cela. Mais en vérité, elle ne fait qu'une chose, nous maintenir paralysés. La vérité, c'est qu'il n'y aura jamais de moment idéal. Tu ne te sentiras jamais totalement prêt. Et si tu continues à attendre que tout s'aligne pour commencer, tu resteras à attendre toute ta vie. Le changement, le progrès, la croissance ne commencent que lorsque tu décides d'agir malgré la peur, malgré l'incertitude, malgré l'absence de certitudes absolues. Chaque fois que tu repousses une action dont tu sais qu'elle te rapprocherait de ton but, tu envoies inconsciemment ce message à ton esprit, je ne suis pas encore capable. Ce n'est pas si important. Je ne le mérite pas encore. Et ce message se répète, se renforce et finit par devenir une partie de ton identité. Mais si aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec un seul petit pas, tu choisis d'avancer vers ce que tu désires, alors quelque chose change. Ton esprit commence à comprendre que tu en es capable, que tu avances vraiment, que tu essaies. Et cela, même si c'est petit, fait une différence énorme. Parce que la confiance ne se construit pas en pensant, elle se construit en agissant. La science le confirme. De nombreuses études ont montré que passer immédiatement à l'action, même avec de petites choses, réduit considérablement la procrastination. Le système de récompense du cerveau s'active, une sensation de réussite se crée, et cela alimente ta motivation. C'est un cercle vertueux, tu agis, tu vois des résultats, tu te motives, tu agis encore. Mais ce cercle ne peut jamais commencer si tu ne brises pas l'inertie du « je le ferai plus tard ». Car si tu ne prends pas le contrôle de tes décisions, ce sont tes habitudes qui le feront à ta place. Et une fois que l'habitude de procrastiner s'est enracinée, il est très difficile de la briser. Fais l'exercice. Pense à un objectif qui compte vraiment pour toi. Pas une obligation, pas un but imposé par d'autres, mais quelque chose que tu désires profondément. Cela peut être lancer ce projet que tu imagines depuis des années, changer de carrière, écrire un livre, apprendre une compétence, améliorer ta santé, instaurer une nouvelle routine. Peu importe. Et maintenant, aujourd'hui même, fais un premier pas. Petit, mais réel. Écris une page. Passe un appel. Renseigne-toi. Inscris-toi à un cours. Sors marcher. Peu importe le geste ou sa taille. Parce qu'en le faisant, tu enverras un message différent, cela compte pour moi et je suis prêt à commencer. Le stoïcisme le dit clairement, le temps est notre ressource la plus précieuse. Sénèque écrivait, pendant que nous remettons à plus tard, la vie s'échappe. Il ne s'agit pas de vivre dans la précipitation, mais de vivre avec intention. Un stoïcien ne reporte pas à demain ce qu'il peut construire aujourd'hui, car il sait qu'il n'y a pas de perte plus grande que celle du temps gâché. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste, mais nous savons ce que nous voulons en faire. Alors, pourquoi continuer à repousser ce qui donne du sens à ton existence? Quand tu cesses de procrastiner et que tu commences à agir, même au milieu de la peur et du doute, quelque chose de puissant s'active en toi. Tu commences à avoir plus confiance en toi. Tu découvres que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as seulement besoin de la volonté de commencer. Et cette volonté te transforme. Ton esprit devient plus clair, ton énergie se concentre, ta motivation s'embrase. Tu n'as plus l'impression d'être en pause, tu as l'impression d'être en chemin. Et cela, à lui seul, change toute ton expérience de vie. Car les rêves ne se réalisent pas avec des souhaits. Ils se réalisent avec de l'action. Et il n'y a pas d'action plus courageuse que celle de commencer aujourd'hui, ici, maintenant. Sans garantie, sans perfection, mais avec détermination. Que ce moment soit celui où tu cesses d'attendre pour enfin commencer à construire. Car ta vie ne se transforme pas dans le futur. Elle se transforme aujourd'hui, à l'instant même où tu décides de ne plus remettre à demain ce pourquoi tu es né. Numéro 5. Éliminer la croyance d'être victime des circonstances. Il y a une idée qui s'installe très tôt chez beaucoup d'entre nous, celle que nous sommes victimes de ce qui nous est arrivé. Victimes de nos parents, de la société, du manque d'opportunités, du destin, du passé. Et oui, bien sûr, il existe des blessures réelles, des injustices réelles, des situations que nous n'avons pas choisies et qui nous ont fait mal. Mais rester enfermé dans cette narration, c'est comme vivre les mains liées. C'est remettre tout notre pouvoir à l'extérieur. C'est dire, ce n'est pas moi qui décide, ce sont les circonstances qui commandent. Quand nous adoptons cet état d'esprit, nous cessons d'être les protagonistes de notre histoire pour devenir de simples spectateurs, attendant que quelque chose change à l'extérieur sans rien changer à l'intérieur. Vivre en victime peut sembler protecteur, mais en réalité, c'est une prison. C'est une manière d'éviter d'assumer nos responsabilités.
Car tant que nous accusons le monde, nous n'avons pas à regarder en nous-mêmes. Nous n'avons pas à affronter nos peurs, nos habitudes, nos choix. Or, voilà le point essentiel, ce qui nous définit, ce n'est pas ce qui nous est arrivé, mais ce que nous en faisons. Tu peux avoir eu un passé difficile. Tu peux avoir traversé des situations douloureuses. C'est réel. Mais ce qui est tout aussi réel, c'est ta capacité de réponse, ton pouvoir de décider ce que tu fais de cette douleur, de ces cicatrices, de ce chemin. Prendre ses responsabilités ne veut pas dire se blâmer. Ce n'est pas porter tout le poids comme si tout était ta faute. C'est exactement l'inverse. C'est réaliser que, même si tu n'as pas choisi ce qui s'est passé, tu peux choisir ta réponse. Et dans ce choix réside ta liberté. Dans ce choix, tu reprends le contrôle. Car tu n'attends plus que les conditions changent, c'est toi qui changes. Tu n'attends plus que le monde t'autorise, tu t'autorises toi-même. Et cela te transforme. Car tu cesses de réagir et tu commences à construire ta propre vie. La psychologie de l'autonomisation le confirme. De nombreuses études ont montré que les personnes qui assument la responsabilité de leur vie, qui se voient comme des agents de changement, expérimentent un plus grand bien-être, moins d'anxiété et une meilleure résilience face à l'adversité. Au lieu de se sentir piégées, elles se sentent capables de choisir. Au lieu de se rendre devant les obstacles, elles cherchent des chemins. Ce n'est pas que leur vie soit plus facile. C'est que leur mentalité est plus forte. Fais l'exercice, pense à une situation difficile que tu traverses ou que tu as traversée. Quelque chose qui te fait encore mal ou que tu ressens comme une limite. Et demande-toi avec une honnêteté brutale, quelle part de cela puis-je transformer moi-même? Qu'est-ce que je peux faire différemment? Quelle décision ai-je prise qui, peut-être, me freine plus qu'elle ne m'aide? Il ne s'agit pas de justifier ce qui est arrivé. Il s'agit de récupérer ton pouvoir au cœur même de ce qui s'est passé. Ensuite, fais un pas. Petit, mais concret. Parler à quelqu'un. Changer une habitude. Chercher de l'aide. Prendre une décision différente. Parce que ce pas est un acte de rébellion contre la narration de victime. C'est dire à la vie, je ne sais pas comment cela va se terminer, mais je ne vais pas rester à attendre. Du point de vue stoïcien, cette idée est fondamentale. Épictète disait, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Les stoïciens comprenaient que nous ne contrôlons pas toujours ce qui arrive à l'extérieur, mais que nous pouvons toujours contrôler notre réponse intérieure. Et cette réponse, c'est là que réside ton vrai pouvoir. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait. Tu es ce que tu choisis de devenir à partir de cela. Tu n'es pas tes circonstances. Tu es ton attitude face à elles. Et si ton attitude change, toute ta vie change avec elle. Quand tu passes de la position de victime à celle de créateur, tout bouge. Ton énergie change. Ta vision s'élargit. Tu n'attends plus que la vie vienne te sauver. Tu construis la version de toi capable d'affronter ce qui vient. Et bien sûr, il y aura toujours des défis. Bien sûr, il y aura des moments difficiles. Mais tu ne les affrontes plus depuis l'impuissance. Tu les affrontes depuis la responsabilité, l'action et la conscience. Et cela non seulement te renforce, mais te libère. Parce que tu comprends enfin que la vie ne se définit pas par ce qui t'arrive, mais par ce que tu en fais. Et lorsque tu choisis ta réponse, lorsque tu prends les rênes, tu cesses de seulement survivre aux circonstances. Tu commences réellement à vivre. Numéro 6. Éliminer l'habitude de se comparer aux autres. Aujourd'hui plus que jamais, nous sommes entourés d'images, d'histoires et de réussites qui ne sont pas les nôtres. En faisant défiler un écran, nous voyons des vies qui paraissent parfaites, des corps idéaux, des relations heureuses, des succès professionnels, des voyages de rêve. Sans nous en rendre compte, nous commençons à mesurer notre propre existence avec une règle qui n'est pas la nôtre. Nous nous comparons. Nous nous demandons pourquoi nous n'avons pas encore atteint cela, pourquoi nous ne ressemblons pas à ça, pourquoi nous ne possédons pas ce que les autres affichent. Mais nous oublions une chose essentielle. Nous comparons notre réalité entière avec une version soigneusement sélectionnée et éditée de la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est là que commence l'usure intérieure. Se comparer est un piège. Un piège qui consomme ton énergie, qui empoisonne ta paix intérieure et t'éloigne de ce qui compte vraiment, ton propre chemin. Car lorsque tu passes trop de temps à regarder ce que font les autres, tu perds de vue ce que toi, tu es en train de construire. Tu cesses de valoriser tes progrès, tes efforts, tes réussites. Tu commences à sentir qu'il te manque toujours quelque chose, que tu es en retard, que tu n'es pas assez. Et cela te frustre, te paralyse, te déconnecte. Alors tu te mets à vivre dans la rareté, comme si la vie était une compétition où tu es toujours perdant. Mais la vérité est autre, chaque vie a son rythme, chaque histoire a son processus. Nous ne sommes pas tous destinés à fleurir en même temps, ni de la même manière. Certains chemins paraissent spectaculaires de l'extérieur mais sont vides à l'intérieur. D'autres sont discrets, silencieux, mais pleins de sens. La clé est donc d'arrêter de regarder sur les côtés et de revenir à l'intérieur. De te demander, qu'est-ce que le succès pour moi? Qu'est-ce que le bonheur pour moi?
Qu'est-ce que je veux vraiment, au-delà de ce que le monde me dit de désirer? La science le confirme. La psychologie positive a étudié pendant des années les effets de la comparaison sociale. Les résultats sont clairs. Les personnes qui se comparent constamment présentent plus d'anxiété, de dépression, d'insatisfaction et une faible estime d'elles-mêmes. À l'inverse, celles qui cultivent la gratitude et un regard tourné vers l'intérieur développent un sentiment plus grand de plénitude, de but et de bien-être. La comparaison te vole le présent. Elle t'empêche de savourer ce que tu as déjà, parce que tu es obsédé par ce qui te manque. Avec cette habitude, tu pourrais tout avoir et te sentir malgré tout vide. Fais l'exercice, pense à une fois récente où tu t'es comparé à quelqu'un. Peut-être en voyant une publication, en entendant une histoire, en découvrant une réussite d'autrui. Qu'as-tu ressenti? Quelle partie de toi cette comparaison a-t-elle touché? Quel message intérieur s'est déclenché? Ensuite, change le regard. Reviens à ton chemin. Vois ce que tu as surmonté, ce que tu as appris, ce que tu as accompli. Reconnais-le. Remercie-le. Pas pour te résigner, mais pour te reconnecter à ton histoire. Parce que personne n'a vécu ce que tu as vécu. Personne n'a marché dans tes chaussures. Ton évolution n'a donc aucune raison de ressembler à celle de quelqu'un d'autre. Le stoïcisme nous le rappelle, nous ne devons nous occuper que de ce qui est sous notre contrôle. Et la comparaison avec les autres ne l'est pas. Marc Aurèle écrivait, « La vie dépend de la qualité de tes pensées ». Se comparer nourrit des pensées qui t'enferment dans l'illusion que tu es en retard, incomplet, manquant. Mais quand tu te concentres sur toi, quand tu valorises ton processus sans distraction, ces pensées perdent de leur force. Et alors surgit quelque chose de beaucoup plus puissant, l'acceptation, la fierté sincère, la paix. Et quand tu cesses de te comparer, quelque chose de magnifique se produit, tu te libères. Tu ne vis plus en courant des courses que tu n'as jamais choisies. Tu ne t'épuises plus à essayer d'atteindre des standards qui ne te représentent pas. Tu commences à savourer le processus, à aimer ce que tu es en train de construire de tes propres mains, ce que tu es en train de guérir, d'apprendre, de grandir. Ton estime de toi se renforce. Non pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que tu reconnais enfin la valeur que tu as déjà. Et cela se voit, cela se ressent, cela se transmet. Parce qu'au bout du compte, tu n'es pas venu dans cette vie pour être la copie de quelqu'un. Tu es venu pour être toi. Et ce « toi » ne peut fleurir que lorsque tu cesses de regarder à l'extérieur et que tu oses te tourner vers l'intérieur. Alors, lâche la comparaison. Reviens à toi. Célèbre tes pas, même s'ils paraissent lents. Honore ton chemin, même s'il n'est pas parfait. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin de courir pour arriver. Tu as seulement besoin d'avancer en restant fidèle à toi-même. Numéro 7. La compulsion d'être toujours occupé. Il existe un piège très courant qui semble être une vertu, mais qui est en réalité une forme silencieuse d'abandon de soi, la compulsion d'être toujours occupé. On nous a convaincus que remplir notre temps de tâches est synonyme de valeur. Que si nous ne faisons rien, nous perdons notre temps. Que la productivité constante est la seule manière valable de vivre. Alors, nous surchargeons notre agenda, nous sautons d'une tâche à une autre, nous ressentons de la culpabilité lorsque nous nous reposons et de l'anxiété quand nous ne faisons pas davantage. Mais derrière ce rythme frénétique se cache souvent une peur. La peur d'affronter le silence, la peur de ressentir, la peur de penser. Être toujours occupé n'est pas la même chose qu'être productif. Il y a des personnes qui font beaucoup, mais avancent peu. Elles vivent en pilote automatique, éteignant des feux, cochant des cases, honorant des engagements, mais sans direction, sans intention, sans véritable but. Et le plus dangereux, c'est que dans ce tourbillon d'activité, elles s'oublient elles-mêmes. Elles oublient de respirer, d'écouter, de vivre. Elles croient pouvoir reporter le repos, la pause, la réflexion. Mais le corps n'oublie pas. L'esprit n'oublie pas. Tôt ou tard, cette surcharge se paie. Épuisement, anxiété, vide intérieur. La paix intérieure ne se trouve pas dans le fait d'en faire toujours plus, mais dans le fait de faire mieux. Elle se trouve dans le choix conscient de là où nous investissons notre temps et notre énergie. Comprendre que se reposer n'est pas perdre du temps, mais le nourrir. Que s'arrêter n'est pas reculer, mais prendre de l'élan. Que le silence n'est pas un ennemi, mais un maître. Quand tu t'autorises à t'arrêter, tu commences à entendre ce que le bruit constant de l'activité t'empêchait de voir. Ce dont tu as besoin, ce que tu ressens, ce qui te fait du bien et ce qui n'a plus de sens dans ta vie. La science le confirme. De nombreuses études montrent que les personnes qui ne se reposent pas correctement, qui vivent sous la pression constante d'être occupées, développent plus de stress chronique, de troubles du sommeil, d'anxiété et ressentent une moindre satisfaction de vie. Le burn-out, ou syndrome d'épuisement professionnel, n'est pas réservé au cadre supérieur, il peut toucher toute personne qui fait de l'occupation permanente un mode de vie. Créer des espaces de repos est donc essentiel. Des moments où tu n'as rien à faire, où tu pars marcher sans but, où tu t'assois en silence, où tu respires et te déconnectes sans culpabilité. Ces moments sont aussi importants que n'importe quelle tâche, car ils sont le terreau fertile de la clarté,
de la créativité et de la sérénité. Du point de vue stoïcien, cette pratique est fondamentale. Les stoïciens ne voyaient pas la valeur de la vie dans la quantité de choses accomplies, mais dans la manière dont elles étaient vécues. Sénèque disait, « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. » Et ce gaspillage ne réside pas toujours dans la paresse, mais bien souvent dans l'occupation dénuée de sens. Un stoïcien cherche à agir avec intention, avec but, et cela n'est possible que si l'on fait de la place à la réflexion, que si l'on ne fuit pas le silence, que si l'on comprend que courir sans cesse n'est pas une nécessité pour avancer. Quand tu lâches cette compulsion d'être toujours occupé, un changement profond se produit. Tu ne vis plus dans l'urgence, mais dans le présent. Tu n'agis plus pour agir, mais avec sens. Tu commences à mieux écouter ton corps, tes émotions, ton intuition. Tu comprends que la vie ne se mesure pas au nombre de choses rayées sur une liste, mais à la manière dont tu t'es senti en les vivant. Tu apprends à valoriser davantage la qualité de ta présence que la quantité de tes actions. Car en réalité, tu n'es pas venu dans cette vie pour être toujours occupé, mais pour l'expérimenter, pour la vivre dans le calme, la conscience et l'équilibre. Et cela n'est possible que lorsque tu fais la paix avec le repos. Quand tu comprends que t'arrêter, c'est aussi avancer, que respirer, c'est aussi grandir, qu'être avec toi-même, en silence, en pause, est déjà une grande création. Alors, arrête de courir par inertie. Crée de l'espace, accorde-toi des pauses, et découvre la profondeur qui naît d'une vie vécue dans la sérénité et non dans la précipitation. C'est là que commence la véritable paix. Numéro 8, se libérer de la dépendance à la validation des autres. Nous passons une grande partie de notre vie à attendre une tape dans le dos, une approbation, un « oui, tu es sur la bonne voie », un « j'aime » ou encore un « je te soutiens ». Depuis l'enfance, on nous a appris que nous valions davantage si nous rentrions dans le moule, si nous plaisions, si nous répondions aux attentes des autres. Ainsi, nous avons commencé à construire une identité basée sur le regard extérieur. Nous modifions notre façon de parler, nos décisions, parfois même nos rêves, uniquement pour obtenir une validation qui, même lorsqu'elle arrive, ne semble jamais suffisante. Car plus tu dépends de l'approbation extérieure, plus tu deviens fragile et incertain. Cette insécurité t'attache, te limite, te déconnecte de ton essence. La recherche constante d'approbation est un piège. Elle te fait croire que tu as besoin de permission pour être toi-même, que tu dois t'assurer avant d'agir, de parler ou de choisir, que tu ne dérangeras personne. Mais ce que tu sacrifies dans ce processus, c'est ton authenticité. Le plus douloureux, c'est que même quand tu obtiens cette approbation, elle ne comble rien. Car tu n'es pas accepté pour ce que tu es vraiment, mais pour le masque que tu portes afin de plaire. C'est une façade qui soulage un instant, mais qui épuise à long terme. La maintenir demande un effort constant, une surveillance de chaque geste et une déconnexion totale de ta vérité. La seule validation qui te soutient vraiment est celle qui vient de toi. Celle qui naît quand tu fais confiance à ton propre jugement, quand tu prends tes décisions en suivant ton intuition et que tu restes ferme, même si tout le monde n'est pas d'accord. Vivre depuis l'auto-validation ne signifie pas se fermer au monde. Cela signifie donner la priorité à ta voix intérieure au-dessus du bruit extérieur. Cela signifie que, même si tu valorises les autres, tu ne dépends pas d'eux pour te sentir en paix. Et c'est cette liberté émotionnelle qui renforce véritablement ton estime de toi. La science le confirme. Les recherches en psychologie montrent que les personnes capables de s'auto-valider ressentent moins d'anxiété, plus de bien-être, entretiennent des relations plus saines et ont une satisfaction de vie plus élevée. Car lorsque tu n'es plus attaché au jugement extérieur, tu oses davantage, tu es plus créatif, plus authentique, plus libre. Tu n'agis plus par peur, tu agis depuis ton centre. Et cela change tout. Fais l'exercice, pense à une décision récente que tu as prise. Dans quelle mesure a-t-elle été influencée par l'opinion des autres? Combien de fois as-tu dit « oui » alors que tu voulais dire « non » simplement pour ne pas décevoir? Combien de fois t'es-tu freiné par peur de ne pas être approuvé? Maintenant, demande-toi, que ferais-tu si tu n'avais besoin de la validation de personne? Que choisirais-tu si tu étais certain de ne pas être jugé? Les réponses à ces questions t'indiquent le chemin du retour vers toi. Et ce chemin commence par une étape simple, cesser de demander la permission d'être toi-même. Dans le stoïcisme, cet enseignement est fondamental. Épictète disait, si tu veux être invincible, ne t'implique pas dans ce qui ne dépend pas de toi. Et l'opinion des autres ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi, c'est la façon dont tu te regardes, dont tu te parles et dont tu te soutiens quand personne d'autre ne le fait. Un stoïcien n'a pas besoin d'applaudissements pour agir correctement. Sa boussole est interne. Sa paix n'est pas conditionnée par la validation des autres, mais par sa cohérence avec lui-même. Et cette cohérence est le fondement d'une vie libre. Quand tu lâches le besoin d'approbation extérieure, quelque chose change en profondeur. Tu comprends que ta valeur n'est pas négociable. Que tu n'as rien à prouver pour mériter. Que tu n'es pas « moins » parce que quelqu'un ne comprend pas ton processus. Et qu'au fond,
Tu n'as jamais été trop, ni pas assez. Tu essayais simplement de t'adapter à des moules qui n'étaient pas faits pour toi. Alors, tu respires plus librement. Tu vis avec plus de vérité. Tu construis une vie qui reflète qui tu es réellement, et non celle que tu crois devoir être. Et depuis cet espace d'authenticité, tout s'élève. Tes relations deviennent plus sincères. Ton énergie s'allège. Ton esprit se tranquillise. Car tu n'agis plus pour plaire, tu agis depuis l'amour de toi-même. Et lorsque tu vis ainsi, tu n'as plus besoin qu'on t'approuve. Parce que tu t'as déjà toi. Et cela, c'est amplement suffisant. Numéro 9, se libérer du poids de la culpabilité et du remords. La culpabilité est cette voix silencieuse qui t'accompagne, même quand tout autour de toi semble aller bien. Elle apparaît dans les moments de calme, la nuit avant de dormir, lorsque ton esprit ralentit et que les souvenirs ressurgissent. Le remords s'installe alors dans ta poitrine, comme une ombre du passé qui refuse de partir. Mais vivre avec la culpabilité, c'est comme essayer de marcher avec une chaîne attachée à la cheville. Elle te freine, t'épuise, te vide de ton énergie. Et le plus dur, c'est que tu peux croire que ressentir de la culpabilité est une forme de punition juste ou de rédemption, mais en réalité ce n'est qu'une autre manière de rester prisonnier du passé. Car la culpabilité ne répare rien. La seule chose qui répare, c'est la conscience, l'apprentissage et l'action. Tu n'es plus la personne qui a commis cette erreur. Tu es celui ou celle qui a eu le courage de regarder cette erreur en face, d'en tirer une leçon et de décider de faire mieux. Le remords te vole ton présent et, avec lui, il te prive d'opportunités, de relations, de croissance et surtout de paix intérieure. Tant que tu continues de répéter « j'aurais dû agir autrement », tu te condamnes à te punir éternellement pour ne pas avoir été parfait. Mais qu'il est vraiment ? Nous avons tous échoué. Nous avons tous dit ou fait des choses que nous aurions aimé changer. Pourtant, le véritable changement ne vient pas du châtiment, mais du pardon. Et ce pardon commence par toi. Le pardon ne consiste pas à justifier, ni à oublier, ni à faire comme si rien ne s'était passé. Le pardon, c'est regarder ce qui a été, l'accepter, en tirer un apprentissage et le laisser aller. C'est te dire, j'ai fait ce que j'ai pu avec le niveau de conscience que j'avais à ce moment-là. Aujourd'hui, je choisis de faire mieux. Cette décision est libératrice. Elle te transforme, car tu cesses d'être prisonnier du passé pour devenir créateur de ton présent. Tu ne lâches pas la culpabilité pour éviter ta responsabilité, mais pour ne pas vivre en esclave d'un poids que tu ne peux plus modifier. La science confirme cette vérité. La psychologie a montré que l'acte de pardonner ou y compris à soi-même réduit l'anxiété, la dépression et le stress. Ceux qui pratiquent le pardon rapportent une plus grande satisfaction dans leur vie et une meilleure santé mentale. Parce que le pardon libère, apaise et guérit. Et tu mérites cette guérison. Avancer ne signifie pas nier le passé. Cela signifie simplement ne pas rester piégé en lui. Fais l'exercice, ferme les yeux et pense à ce que tu portes encore comme culpabilité. Une action, une parole, une décision. Regarde-les avec compassion, pas avec jugement. Reconnais la douleur que cela t'a causée et peut-être celle que tu as causée aux autres. Puis imagine à quoi ressemblerait ta vie si tu cessais de traîner ce poids, si ce souvenir devenait une leçon plutôt qu'une condamnation. Pratique la méditation du pardon. Tu peux te dire à voix basse, je me pardonne, je me libère, j'apprends et j'avance. Répète-le, pas seulement une fois, mais autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que cette pierre dans ta poitrine commence à se dissoudre. Le stoïcisme enseigne aussi cette sagesse. Sénèque disait, celui qui se repent de son passé est comme celui qui pleure sur un feu déjà éteint. Cela n'a aucun sens de s'apitoyer sur ce qui ne peut plus être changé. Le stoïcien reconnaît son erreur, l'analyse et agit en conséquence. Il ne se tourmente pas, car il sait que la vie se joue uniquement dans le présent. La seule chose qui compte, c'est ce que tu fais maintenant avec ce que tu as appris. Voilà la véritable vertu. Et lorsque tu te libères de ce fardeau, tout devient plus clair. Tu n'es plus enfermé dans ce que tu as été, mais concentré sur ce que tu es en train de devenir. Tu récupères ton énergie, ton enthousiasme, ta joie. Tu commences à vivre sans peur du jugement intérieur. Et surtout, tu apprends à croire en toi. Parce que tu comprends que tes erreurs ne te définissent pas, elles te façonnent, elles te rendent plus sage, plus conscient, plus humain. Alors, relâche la culpabilité. Accepte ton imperfection. Apprends du passé, mais vis dans le présent. Et souviens-toi, la paix ne vient pas lorsque tout est résolu. La paix arrive quand tu choisis de cesser de te punir et que, enfin, tu décides de vivre. Numéro 10 d'éliminer la mentalité à court terme. Penser uniquement au présent peut sembler libérateur, mais c'est souvent un piège déguisé. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'immédiat, la gratification instantanée, le plaisir rapide, le résultat sans effort. Ainsi, nous prenons des décisions qui apportent un soulagement momentané, mais qui nous privent de bien-être sur le long terme. Nous choisissons le confortable, le facile, le rapide, sans réfléchir aux conséquences. Et lorsque nous nous en rendons compte,
nous sommes déjà pris dans une routine qui ne nous représente pas, dans des habitudes qui nous épuisent, dans un style de vie qui ne construit rien de durable. Le problème de vivre uniquement avec une vision à court terme est que chaque jour, tu finis par être esclave de tes impulsions. Tu manges mal aujourd'hui, tu ne t'entraînes pas aujourd'hui, tu dépenses de l'argent aujourd'hui, tu évites des conversations difficiles aujourd'hui, parce que tu le feras plus tard, parce que tu le mérites, parce que tu n'as pas envie maintenant. Mais ce « aujourd'hui » se répète, sans que tu t'en rendes compte, il devient ta vie. Et une vie construite sur la gratification immédiate mène rarement là où tu souhaites réellement aller, car ce qui en vaut la peine nécessite patience, direction et constance. Lorsque tu ne penses qu'au court terme, tu réagis en permanence. Tu prends des décisions sans considérer leur impact, sans les aligner sur un objectif plus grand. Tes journées peuvent sembler occupées, mais elles sont vides, productives, mais sans sens. Tu t'épuises à courir après des choses qui ne te remplissent pas, qui ne durent pas, qui ne construisent rien. Mais lorsque tu t'arrêtes, lorsque tu choisis de penser au long terme, tout change. Tes actions ne sont plus guidées par ce que tu désires maintenant, mais par la vie que tu veux créer. Tu commences à agir avec intention, vision et maturité. La science le confirme. La psychologie du contrôle de soi a démontré que les personnes qui retardent des récompenses immédiates au profit d'objectifs à long terme connaissent plus de succès, un meilleur bien-être émotionnel et des relations plus stables. Non pas parce qu'elles sont plus fortes, mais parce qu'elles ont appris à prioriser ce qui est important sur ce qui est urgent, parce qu'elles savent que chaque petit sacrifice d'aujourd'hui construit un avenir plus solide. Et cela demande de la discipline. Mais surtout, cela demande de la clarté, savoir ce que tu veux réellement, et pas seulement ce que tu désires sur le moment. Fais l'exercice, assieds-toi calmement et demande-toi, quel type de vie je veux dans 5 ou 10 ans? Comment veux-je me sentir? Où veux-je être? Avec qui? Puis, regarde tes habitudes quotidiennes, tes petites décisions. Sont-elles alignées avec cette vision ou es-tu en train de saboter ton futur pour quelques plaisirs éphémères? Il ne s'agit pas de renoncer au plaisir immédiat qui disparaît en quelques secondes. Il s'agit de le savourer sans hypothéquer ton avenir. Et cela n'est possible que si tu vis avec direction. Pour le stoïcisme, cette idée est essentielle. Les stoïciens parlaient constamment de la valeur du temps, de l'importance de la prévoyance, d'agir aujourd'hui avec une vision élevée du futur. Sénèque écrivait, « Toute la vie se vit dans le présent, mais elle doit se construire en regardant vers l'avenir. » Le sage stoïcien ne se laisse pas emporter par des caprices, car il sait que sa vertu, sa paix et son objectif se cultivent avec constance. Il ne vit pas au hasard, il façonne sa vie avec sagesse. Et cette sagesse ne naît pas de l'impulsion, mais de la réflexion. Lorsque tu commences à penser ainsi, tout devient plus clair. Tu réalises que chaque décision que tu prends aujourd'hui est soit un investissement, soit un vol pour ton futur. Tu commences à prendre soin de tes habitudes, de tes relations, de ton temps. Tu ne choisis plus par fatigue, mais par vision. Tu deviens quelqu'un qui ne se laisse pas séduire par l'immédiat, car tu sais clairement ce que tu veux construire. Et cela, plus que la force de volonté, c'est de l'amour-propre, l'amour pour ton futur, l'amour pour la personne que tu es en train de devenir. Car au final, il ne s'agit pas de nier le présent, mais de le vivre avec intention. Il ne s'agit pas d'éviter le plaisir, mais de choisir celui qui nourrit vraiment. Et il ne s'agit pas d'attendre un grand moment de transformation, mais de comprendre que le futur que tu rêves se commence à construire aujourd'hui, avec les petites décisions répétées encore et encore. Alors, pense grand, choisis avec intention. Et souviens-toi, ce n'est pas ce que tu fais de temps en temps qui compte, mais ce que tu choisis de faire chaque jour. Numéro 11. Éliminer l'habitude de toujours vouloir plaire. Dire « oui » peut sembler un geste noble, généreux, presque automatique. On nous a appris que dire « oui » signifie être aimable, poli, fiable. Alors, nous avançons dans la vie en acceptant des invitations que nous ne voulons pas, en aidant pour des choses qui ne nous concernent pas, en prenant des responsabilités que nous ne pouvons pas assumer. Nous sourions, acquiesçons, exécutons, mais à l'intérieur, nous nous vidons. Chaque « oui » que tu donnes sans le vouloir est un « non » que tu te dis à toi-même. Et il arrive un moment où tu ne comprends pas comment tu en es arrivé à être si épuisé, si surchargé, si déconnecté. Jusqu'à ce que tu regardes en arrière et que tu vois combien de fois tu n'as pas su poser de limites. Le problème de dire « oui » à tout n'est pas seulement la fatigue physique. C'est la force émotionnelle qui se fracture lorsque l'on vit en mode complaisant. Chaque fois que tu acceptes quelque chose que tu ne veux pas, tu priorises le bien-être des autres sur le tien. Tu dis, sans t'en rendre compte, ce qui est à toi compte plus que ce qui est à moi. Et répété dans le temps, cela te remplit de ressentiment, de frustration et d'insatisfaction. Tu accomplis tout pour tout le monde sauf pour toi. Tu es utile pour tous, mais invisible pour toi-même. Dire « non » ne signifie pas rejeter les autres. Cela signifie t'affirmer toi-même. Reconnaître que ton temps, ton énergie et ta paix sont précieux. Que tu n'as pas à tout porter. Que tu n'es pas ici pour répondre aux attentes de tous.
Et que lorsque tu choisis avec conscience, tu construis une vie qui te représente, et non une vie qui te tolère simplement. Dire « non » ne te rend pas égoïste. Cela te rend honnête. Cela te rend libre. La science le confirme. Des études sur le bien-être émotionnel montrent que les personnes qui savent poser des limites et dire « non » avec fermeté connaissent moins de stress, moins d'anxiété et une meilleure santé mentale. Vivre en cohérence avec ce que tu ressens et ce dont tu as besoin t'apporte équilibre et puissance. En revanche, vivre en disant « oui » par engagement ou par peur de déplaire ne fait que t'épuiser. Tu ne peux pas tout porter, et tu n'as pas à pouvoir tout porter. Ton estime de toi ne dépend pas du nombre de choses que tu fais pour les autres. Elle dépend de combien tu te respectes toi-même dans le processus. Fais l'exercice, regarde tes engagements actuels. Pense au dernier « oui » que tu as donné. Combien sont nés d'un vrai désir et combien de la peur de décevoir? Combien de choses aurais-tu pu refuser, mais tu t'es senti obligé d'accepter? Fais-en la liste. Identifie ce qui ne t'apporte rien, ce qui ne te concerne pas, ce qui ne te représente pas. Commence par le petit. La prochaine fois que quelque chose ne te semble pas juste, arrête-toi avant de répondre. Respire. Évalue. Et si tu ne le sens pas, dis « non » avec respect, mais avec fermeté. Le stoïcisme a beaucoup à nous enseigner à ce sujet. Épictète disait « Apprends à vouloir que les choses arrivent comme elles arrivent, et ta vie s'écoulera sereinement. » Cela s'applique aussi à nos décisions. Apprendre à choisir ce qui est cohérent avec nos valeurs, et non avec les exigences des autres. Un stoïcien comprend qu'il ne peut pas contrôler les opinions des autres, mais il peut contrôler son temps, son attention et son énergie. Dire « non » lorsque c'est nécessaire est une expression directe de cette autodiscipline et de ce soin de soi. Lorsque tu commences à dire « non », quelque chose de puissant se produit. Tu ne récupères pas seulement ton énergie, tu récupères ton contrôle. Tu cesses de vivre en automatique. Tu cesses de te sentir utilisé ou manipulé. Tu commences à poser des limites claires. Et avec cela, tu attires aussi des relations plus saines, plus honnêtes et plus équilibrées. Tu ne fais plus les choses pour plaire, mais parce qu'elles te font du bien. Parce qu'elles ont du sens pour toi. Ce changement transforme ton quotidien. Avoir le courage de dire « non » lorsque c'est nécessaire, c'est aussi avoir le courage de se dire « oui » à soi-même. Oui à ton repos. Oui à ton temps. Oui à tes priorités. Car ta vie ne consiste pas à être disponible pour tout le monde, mais à être présent pour toi-même. Et cela ne s'obtient pas en te surchargeant d'engagement, mais en choisissant avec sagesse. Lâche la culpabilité. Lâche le besoin de plaire. Lâche la peur du regard des autres. Et commence à construire une vie légère, cohérente et pleinement tienne. Une vie où chaque « oui » vient de l'amour, et non de l'obligation. Numéro 12. Éliminer la tendance à voir le côté négatif. Le pessimisme se déguise en réalisme. Il se présente comme cette voix qui te dit « mieux vaut ne pas trop espérer, ne pas se faire d'illusions, ça ne fonctionnera pas ». Et il le fait avec tant de logique, avec tant de certitude, que tu finis par le croire. Tu en viens à accepter que les choses vont probablement mal tourner, que l'effort n'en vaut pas la peine, que le monde est comme il est et que tu ne peux pas faire grand-chose. C'est ainsi que tu commences à vivre, depuis l'attente de l'échec, depuis l'anticipation de la déception, depuis la résignation. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que cette attitude façonne ta réalité bien plus que tu ne l'imagines. Le problème du pessimisme n'est pas seulement qu'il te vole de l'énergie. C'est qu'il te ferme des portes avant même que tu essaies de les franchir. Il te pousse à abandonner avant de commencer. Il pollue ta manière de voir le monde et limite tes actions. Car si tu crois que rien ne va bien se passer, pourquoi donner le meilleur de toi-même? Pourquoi te risquer, bouger, parier sur quelque chose? Et ainsi, sans t'en rendre compte, le pessimisme devient une prophétie autoréalisatrice. Tu as raison, mais non pas parce que le monde est sombre, mais parce que tu l'as vécu depuis cette obscurité. Changer cette perspective ne signifie pas nier la réalité. Il ne s'agit pas de vivre dans un monde imaginaire ou de recouvrir les problèmes de phrases toutes faites. Il s'agit d'entraîner ton esprit à voir au-delà de la difficulté, à reconnaître l'obstacle tout en reconnaissant ta capacité à l'affronter. Oui, il y a des moments difficiles. Oui, il y a des choses qui font mal, qui ne se passent pas comme prévu. Mais il y a aussi des apprentissages, de la croissance, des opportunités cachées au milieu du chaos. L'optimisme n'est pas de la naïveté, c'est de la force, c'est un choix. C'est choisir de voir la possibilité même lorsque tout semble risqué. La science le confirme, la psychologie positive a démontré que les personnes ayant une attitude optimiste ne bénéficient pas seulement d'une meilleure santé mentale, mais aussi d'une meilleure santé physique, d'une plus grande résilience et d'une capacité accrue à résoudre les problèmes. Pas parce qu'elles vivent une vie plus facile, mais parce qu'elles choisissent d'interpréter ce qui leur arrive avec un état d'esprit qui les pousse en avant plutôt que de les freiner. Au lieu de se demander « pourquoi cela m'arrive-t-il » ou « pourquoi ai-je échoué », elles se demandent « que puis-je faire de cette situation ?» Et cette question change tout. Fais l'exercice,
chaque fois qu'un pensée négative surgit, arrête-toi et écris-la. Observe-la attentivement et demande-toi, est-ce un fait ou simplement une interprétation? Y a-t-il une autre façon de voir la situation? Que ferait une version plus forte et plus claire de moi face à cela? Ensuite, choisis une perspective plus constructive, pas parfaite, pas idéalisée, simplement une perspective qui te donne de la force au lieu de t'épuiser. Répète cet exercice. L'esprit s'entraîne comme un muscle, et chaque pensée positive que tu choisis consciemment est un entraînement qui renforce ta vision. Dans le stoïcisme, cette pratique est essentielle. Les stoïciens n'étaient pas des optimistes naïfs, ils étaient réalistes avec courage. Marc Aurèle écrivait, « L'obstacle à l'action devient le chemin ». Pour eux, les obstacles n'étaient pas des tragédies, mais des maîtres. Chaque difficulté était une opportunité de pratiquer la vertu, de se renforcer et de démontrer de la tempérance. Le pessimisme n'avait pas sa place, car il impliquait de se rendre face à ce qui ne peut être contrôlé. Et un stoïcien ne se rend pas, il agit. Lorsque tu choisis de voir la vie avec un regard plus ouvert, plus plein d'espoir, tout change. Tu commences à avoir plus confiance en toi, en tes décisions, en tes capacités. Tu réalises que l'avenir n'est pas écrit et que ton attitude a beaucoup plus de poids que tu ne le pensais. Tu deviens plus créatif, plus résilient, plus courageux, car tu n'attends plus que les choses s'effondrent. Tu es prêt à construire quelque chose de nouveau, même au milieu des ruines. Éliminer le pessimisme ne signifie pas ignorer la réalité. Cela signifie se rappeler des difficultés tout en se rappelant qu'il y a aussi de la lumière, même dans les jours nuageux. Cela signifie faire confiance à ta capacité d'avancer, même quand le chemin n'est pas clair. Cela signifie te donner la possibilité de vivre avec plus d'espoir, plus de sens et plus de but. Tu mérites de vivre depuis la possibilité, et non depuis la peur. Et tout commence lorsque tu décides de changer ta façon de penser, car quand tu changes ton esprit, tu changes ton monde. Numéro 13. Éliminer l'obsession de rechercher le bonheur. La plupart des gens vivent comme si le bonheur était un point sur une carte, comme s'il se trouvait à la fin d'une liste d'accomplissements. Quand j'aurai ce travail, quand je gagnerai plus d'argent, quand j'aurai une relation stable, quand je déménagerai, quand je perdrai du poids, alors je serai heureux. Mais ce « alors » n'arrive jamais vraiment. Car dès que tu atteins un objectif, apparaît un nouvel objectif, une nouvelle exigence, une nouvelle condition pour être heureux. Et ainsi, tu cours derrière un mirage qui se déplace toujours quelques pas plus loin. Poursuivre le bonheur comme s'il s'agissait d'une destination fixe est la formule parfaite pour vivre dans une insatisfaction constante. Tu conditionnes ton bien-être à quelque chose d'extérieur, quelque chose qui n'est pas encore là, quelque chose que tu ne peux pas contrôler complètement. Au fond, ce que tu fais, c'est dire à ton présent qu'il n'est pas suffisant, que tu ne mérites pas encore de te sentir pleinement, que tu ne pourras respirer tranquillement que lorsque tu atteindras ce but. Mais la vie ne se passe pas là-bas, elle se passe ici, maintenant, dans ce que tu fais, dans la manière dont tu le fais, dans l'attitude avec laquelle tu avances. Le bonheur n'est pas un objectif, c'est un résultat. Il n'arrive pas lorsque tu le cherches désespérément, il arrive lorsque tu te concentres sur ce que tu fais, sur ce qui te fait vibrer, sur ce qui te passionne, sur ce qui te met au défi. Quand tu t'impliques dans la vie, quand tu fais des choses qui ont du sens, quand tu grandis et progresses, le bonheur devient une conséquence de ton engagement envers tes valeurs, et non une obsession pour un état émotionnel idéal. Même lorsque tu poursuis tes rêves, il y aura des jours difficiles, des moments inconfortables, des frustrations, des doutes. Et si tu crois que le bonheur signifie se sentir bien tout le temps, chaque obstacle deviendra une raison pour abandonner. La psychologie positive le confirme. Les personnes qui poursuivent des objectifs significatifs, pas nécessairement agréables, rapportent des niveaux de satisfaction et de bien-être plus élevés. Non pas parce que tout est facile, mais parce qu'elles trouvent un sens à ce qu'elles font. Elles savent pourquoi elles se lèvent chaque matin, elles ont une direction, et cette direction, ce sens, procure une joie bien plus profonde que tout plaisir momentané. Le bonheur ne dépend pas de ce qui arrive, mais de ce que tu es pendant que tu fais en sorte que les choses arrivent. Fais l'exercice, oublie pour un instant le mot « bonheur ». Demande-toi plutôt, que veux-je construire? Quel type de vie veux-je créer? Que est ce qui m'allume de l'intérieur, même si cela me met parfois mal à l'aise? Maintenant, regarde tes journées. Investis-tu ton temps et ton énergie dans cela, ou te contentes-tu de chercher à te sentir bien sans t'engager? La véritable plénitude naît lorsque tu cesses de chercher des sensations et que tu commences à rechercher du sens. Lorsque tu vis avec intention et non avec anxiété. Dans le stoïcisme, cette idée est fortement renforcée. Les stoïciens ne parlaient pas du bonheur comme d'un état émotionnel euphorique, mais comme d'eudémonia, l'épanouissement de l'âme. Pour eux, la vraie joie venait de vivre avec vertu, intégrité et maîtrise de soi. Épictète disait, « Ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu veux, désire qu'elles arrivent comme elles arrivent, et ta vie s'écoulera sereinement. » Au lieu de poursuivre le bonheur, ils cultivaient un esprit ferme, une vie avec un but, un caractère fort. Et comme conséquence,
ils expérimentaient quelque chose de beaucoup plus stable que le bonheur, la paix. Quand tu cesses de poursuivre le bonheur comme un prix, tu te libères. Tu n'es plus prisonnier de l'attente constante qu'un facteur externe te complète. Tu commences à valoriser le processus, l'effort, l'apprentissage. Tu réalises que le chemin parcouru importe plus que la destination finale. Chaque pas, chaque décision, chaque obstacle surmonté a sa propre valeur. La véritable récompense n'est pas à la fin, elle se trouve dans la manière dont tu vis en avançant. Car tu n'es pas venu dans cette vie pour être heureux tout le temps. Tu es venu pour ressentir, grandir et construire. Et si tu fais cela avec conscience, engagement et courage, le bonheur arrive. Mais pas comme un objectif, comme une compagne de route. Alors, cesse de le poursuivre et commence à vivre. Fais confiance au fait que si tu es là où tu dois être, en faisant ce qui t'inspire, te met au défi et te fait évoluer, le bonheur apparaîtra de lui-même, sans que tu aies besoin de le chercher. Numéro 14. Éliminer l'attachement au passé. S'accrocher au passé est l'une des façons les plus silencieuses de saboter le présent. Parfois, nous ne nous en rendons pas compte, mais nous continuons à revivre les mêmes situations encore et encore. Nous nous rappelons ce que nous avons mal fait, ce qu'on nous a dit, ce que nous avons perdu, ce qui ne s'est pas passé comme prévu. Nous restons coincés dans des scènes qui n'existent plus, mais qui continuent d'exercer un pouvoir sur nous. Pendant ce temps, le présent nous échappe. Nous continuons de respirer, mais nous ne vivons pas vraiment. Nous continuons d'avancer, mais sans progresser. Le passé peut faire mal, bien sûr. Il y a des événements qui nous marquent, des moments que nous aurions souhaité gérer autrement, des personnes qui nous ont changé pour toujours. Mais tu n'es pas obligé de tout porter. Tu n'as pas à vivre avec ce sac à dos émotionnel jour après jour. Car si tu continues à regarder en arrière, tu ne pourras pas voir ce qui est devant toi. Et ce qui est devant toi est le seul endroit où tu peux réellement agir. C'est ici, maintenant, que ta vie se construit. Pas hier, pas dans ce qui a été, mais maintenant. Le piège du passé ne réside pas seulement dans le négatif. Parfois, nous nous accrochons aussi au positif, à ce que nous étions, à ce que nous avions, à cette époque où tout semblait mieux. Et en le comparant au présent, nous nous remplissons de nostalgie, de frustration, de cette sensation que le meilleur est déjà passé. Mais cela aussi est une illusion. Idéaliser le passé ne te permet pas de construire quelque chose de nouveau. Cela te maintient attaché à une version de toi-même qui n'existe plus, tandis que la version actuelle semble incomplète. Il n'y a rien de plus injuste que de se refuser la possibilité de grandir simplement parce que l'on regarde en arrière. Les études en santé mentale sont claires. Les personnes qui ressassent constamment le passé, qui répètent encore et encore leurs erreurs dans leur esprit, ont plus de chances de souffrir d'anxiété, de stress et de dépression. Le cerveau interprète ces souvenirs comme s'ils se produisaient maintenant. Ton corps réagit, ton énergie s'épuise et ta clarté mentale disparaît. Ce n'est pas le passé qui te fait du mal, c'est le lien que tu maintiens avec lui. Rompre ce cycle ne signifie pas oublier, mais donner un nouveau sens. Fais l'exercice, pense à une expérience du passé qui te pèse encore. Ne l'évite pas. Regarde-la en face. Demande-toi, que ai-je appris de cela? Comment cela m'a-t-il transformé? Que puis-je faire aujourd'hui, depuis cette version plus consciente de moi-même, pour avancer? Puis, lâche prise. Écris-le sur un papier et brûle-le, ou dis-le à voix haute. Merci. Merci pour ce que tu m'as appris, mais je n'ai plus besoin de toi. Tu n'as pas à tout faire en un jour, mais commence. Chaque fois que tu libères un poids du passé, tu fais de la place pour un présent plus léger. Dans le stoïcisme, cet enseignement est fondamental. Les stoïciens comprenaient que le passé n'est pas sous notre contrôle. Ce qui s'est déjà passé ne peut plus être changé. Mais ce que nous pouvons faire, c'est choisir comment l'interpréter. Que faisons-nous? Que faisons-nous de cela? Et comment décidons-nous de vivre à partir de maintenant? Marc Aurèle disait, le passé et le futur n'existent pas. Seul le présent compte, et ce que tu en fais. Pour un stoïcien, s'accrocher au passé, c'est comme essayer d'arrêter le vent avec les mains, inutile. En revanche, ils préfèrent utiliser le vent pour naviguer là où ils veulent aller. Et lorsque tu lâches enfin le passé, quelque chose change en toi. Tu commences à sentir que le passé est le passé. Plus de paix, plus de clarté, plus de pouvoir. Tu réalises que tu n'as pas besoin de continuer à justifier qui tu étais. Tu peux choisir qui tu es maintenant. Tu peux reconstruire ton histoire depuis l'acceptation, et non depuis la culpabilité. Tu peux regarder vers l'avenir sans peur, car tu ne traînes plus de chaînes. Tu marches avec les pieds dans le présent et le regard ferme sur ce que tu veux construire. Le passé n'est qu'une page, pas tout le livre. Tu n'y es plus. Ne vis pas comme si tu y étais encore. Prends ce que tu as appris, pardonne-toi, remercie et avance. Car la vie ne t'attend pas en arrière, elle t'attend ici, dans le prochain pas que tu feras, dans la prochaine parole que tu prononceras, dans la décision que tu prendras aujourd'hui. C'est la seule réalité, et c'est aussi tout ce dont tu as besoin pour recommencer.
Numéro 15. Éliminer la dépendance au matériel. On nous a convaincus que posséder plus équivalait à être mieux. Que le bonheur se trouvait dans le prochain achat, dans le nouvel appareil, à remplir la maison d'objets, à collectionner des choses qui nous donnent du statut, du confort ou la sensation de réussite. Et ainsi, sans nous en rendre compte, nous sommes devenus prisonniers de ce que nous possédons. Nous accumulons tout, des vêtements que nous ne portons pas, des appareils dont nous n'avons pas besoin, des souvenirs qui ne nous représentent plus. Mais le plus grave n'est pas le désordre extérieur, c'est le bruit intérieur généré par cet attachement. Car plus tu possèdes, plus tu crains de perdre. Plus tu t'identifies à tes possessions, plus tu t'éloignes de toi-même. L'attachement matériel n'est pas le fait de posséder, c'est dépendre, croire que sans cela tu n'es rien, placer ta sécurité, ta joie et ton sentiment de valeur dans quelque chose qui peut se casser, se perdre ou disparaître à tout moment. Cela crée une anxiété constante, car tu sais, même si tu ne veux pas l'admettre, que tout ce que tu as est temporaire. Alors tu commences à protéger tes biens avec peur, à vivre dans la tension, à regarder ce qui te manque plutôt que de valoriser ce que tu as. Mais le problème n'a jamais été le manque de choses, mais le manque de connexion avec l'essentiel. Le détachement ne signifie pas renoncer à tout et vivre dans une grotte. Il ne s'agit pas de rejeter le monde matériel, mais de l'utiliser sans être utilisé par lui. De reconnaître que ce que tu possèdes ne te définit pas, que tu peux en profiter, en être reconnaissant, mais que tu n'as pas besoin de t'y accrocher comme si c'était ton identité. Tu n'es pas ta voiture, ni ta maison, ni tes vêtements, ni ton compte en banque. Tu es bien plus profond que tout cela. Et lorsque tu laisses tomber cette illusion, quelque chose de différent émerge. Légèreté, liberté, clarté. La science le confirme. Des études en psychologie ont démontré que les personnes qui pratiquent le détachement matériel éprouvent moins d'anxiété, plus de satisfaction dans la vie et une plus grande paix intérieure. Non pas parce qu'elles vivent avec moins, mais parce qu'elles vivent avec intention. Elles ne se fatiguent pas à comparer, accumuler, craindre de perdre. Elles se concentrent sur ce qui a vraiment de la valeur, leurs relations, leurs passions, leurs buts. Et à partir de là, elles construisent une vie pleine de sens, pas d'apparence. Fais l'exercice, regarde autour de toi, observe tes possessions et demande-toi, est-ce que cela m'apporte une valeur réelle ou est-ce simplement là par habitude, par peur de lâcher, par attachement émotionnel? Commence à faire de la place. Débarrasse-toi de ce que tu n'utilises pas, de ce dont tu n'as plus besoin, de ce qui te pèse plus qu'il ne t'apporte. Et il ne s'agit pas seulement d'objets. Tu peux aussi lâcher des désirs matériels qui te font courir après le superflu. Cette obsession de posséder le dernier modèle, d'atteindre un certain niveau économique uniquement pour impressionner, de remplir les vides avec des choses. Fais le ménage non seulement dans ta maison, mais aussi dans ton esprit. Pour les stoïciens, cette pratique était centrale. Ils comprenaient que tout ce qui est extérieur est éphémère et que baser notre stabilité sur ce que nous ne contrôlons pas est une formule pour la souffrance. Sénèque écrivait, « L'homme sage ne s'attache pas aux richesses, mais sait les utiliser. » Il ne s'agit pas de ne pas posséder, mais de ne pas dépendre. Marc Aurèle disait également, « Les choses ne touchent pas l'âme, seule celle que tu permets de t'affecter, t'affecte. » Le détachement stoïcien est un outil pour vivre plus léger, plus conscient, plus connecté à ce qui compte réellement. Et quand tu fais ce changement, cela se voit, ta maison respire, ton esprit se clarifie, ton corps se détend. Tu cesses de vivre pour protéger des choses et tu commences à vivre pour protéger ta paix. Tu deviens plus reconnaissant, plus présent, plus sélectif. Tu investis dans des expériences, pas dans des apparences, dans des moments, pas dans des objets. Et le meilleur de tout, c'est que tu découvres que tu n'as jamais eu besoin d'autant pour te sentir complet, que tu cherchais au mauvais endroit, et que l'abondance n'était pas dans ce que tu possédais, mais dans la manière dont tu vivais. Alors lâche prise, fais de la place, élimine ce qui ne sert pas, et conserve seulement ce qui te rapproche de la personne que tu veux être. Car moins tu portes à l'extérieur, plus tu peux grandir à l'intérieur. Le détachement n'est pas une perte, c'est une libération, et dans cette liberté, tu trouves enfin ce que tu cherchais depuis si longtemps. Avant de finir, fais quelque chose de simple mais puissant, écris-le. Dis-toi, aujourd'hui, je choisis de vivre pour moi et de trouver ma paix. Je suis stoïcien. Écrire cela n'est pas seulement un geste, c'est un engagement envers toi-même. En le faisant, tu reprogrammes ton esprit pour que la paix que tu cherches devienne ton état naturel. Prends un instant et fais-le maintenant. Et si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir plus de contenu qui t'accompagne sur ton chemin vers la paix intérieure. Nous sommes ensemble dans ce voyage.